Hey, merci d'être là. Moi, je capote à chaque fois que j'ai la possibilité de parler comme ça, librement, sans être interrompu. Parce que c'est un peu ça le compte. Mais je suis un compteur un peu particulier. Les compteurs scientifiques, eux autres, ils trouvent que c'est correct de poser des questions. Il faut juste se lever à la main. Puis j'ai 3 questions d'habitude à la fin du compte. Fait que si vous avez des affaires qui vous germent en tête, soit mettez-les au frigidaire pour pas que ça se perde. Mais gardez votre idée germée. Ben moi, des fois, j'ai des idées germées, je les installe sur des affaires inertes là, qui n'ont pas le danger de se corrompre. Comme la couverture à ma grand-mère à côté. Parce que là, j'avais pas pensé à ça, mais il y avait une belle introduction qu'on s'est parlé. Puis là, j'ai dit, maudit, j'aurais pu rien à compter, mais c'est pas vrai. J'ai du stock pas mal à vous compter. Fait qu'on est parti pour une belle, un beau 25 minutes sûrement. Là. Fait que si vous levez la main, c'est pour poser une question, je vais assumer. Sinon, si vous levez la main et il y a un problème, quel que soit, un malaise ou quelque chose, ben là, on va mettre ça au compte puis on va prendre le break. Puis le break, ben après ça, on va partir sur une dimension un peu spéciale. Aujourd'hui, je vous conte l'histoire de l'île Maligne. L'objectif ultime, hein, je compte la fin avant de compter le début. Puis j'ai une amour des mises en contexte. Moi, ma mise en contexte, si elle pourrait être éternelle, elle serait éternelle. Tu sais. J'aime bien ça, la mise en contexte. Puis je me suis servi de cette couverture-là un peu pour mettre un grand contexte sur notre histoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le Grand Théâtre. Une histoire là, qui mérite qu'on s'attarde au sens des choses, hein, parce que les choses vont dans des sens particuliers. Tu sais. Puis j'ai aussi un certain défi dans ma vie. Je suis parti des choses extrêmement petites. Tu sais, je me suis intéressé aux petites choses vraiment simples puis vraiment banales, mais microscopiques. Tu sais. Puis là, je m'intéresse aux choses plus grandes. Puis là, je suis rendu là un peu dans ma compréhension des choses. Tu sais. Je trouve que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un beau théâtre pour mettre les axes, puis les lignes, puis les couleurs, puis les grands courants, si on veut. Puis les grands courants, ça, pour moi, il y en a 5. Mon histoire, ma vision des grands courants, il y a 5 grands courants qui se promènent dans le tableau. Du tableau jusqu'à la station, de station jusqu'à Péribonka. Il y a des courants qui se promènent sur notre grand tableau. Je m'intéresse comme au début de l'histoire. Puis moi, le début de l'histoire, j'ai eu une maudite misère à en trouver. Mais là, je suis pas mal sûr de mon début d'histoire. Là, ça se passe 12 000 décharges plus tôt. 12 000, il y en a qui appellent ça des années. Moi, j'appelle ça des décharges. Mettons 12 000 décharges dans le passé. Hein, à un moment donné, ce que ma grand-mère avait pensé, m'offrir une couverture au métier à tisser. Puis, à un moment donné, il va y avoir une utilité. Quelqu'un va trouver une utilité à ma couverture. Et là, c'est sûr que j'avais été un peu... j'étais parti en peur un peu parce que là, ma grand-mère, elle ne s'attendrait pas que je serais en train de compter une histoire sur sa couverture. Là. Mais, par la force des choses, par la force des courants, j'en suis venu à vous conter l'histoire de l'île Maligne sur la couverture. L'île Maligne, ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va se rendre là, dans la fin ultime des choses. Pour commencer, on va reculer 12 000 décharges dans le passé. Tu sais, je répète, là, pour être bien sûr qu'on se remet à 12 000 décharges, à un moment où le tableau était complètement blanc. Ça, c'est mon grand maître à penser, Ken Villeneuve, du tableau, qui m'a fait comprendre ça. Saint-Basile de Tableau, c'est une municipalité décédée. Tu sais. Puis moi, ça me fait paniquer quand je vois des choses qui disparaissent comme ça. Tu sais. Quand je vois des histoires qui disparaissent. Mais lui, Ken, il a vu clair. Il a sorti son fanal, un soir de Saint-Jean-Baptiste, l'année passée. Il m'a dit, toi et tes compteurs, on va faire un show ensemble plus tard, Olivier. C'est vrai. Puis à peu près 3 mois plus tard, on a fait un show à l'église de Saint-Fulgence, une église qui est très années 80, et très, très dans son style. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu l'église de Saint-Fulgence par main levée? Hein? Soyez pas gênés là, de dire que vous êtes allé à Saint-Fulgence. OK. Fait que c'est ça, c'est une église assez spéciale, comme en tôle, mais ils ont viré ça ensemble multifonctionnel. Et moi, ben, j'avais un intérêt à aller voir ça parce que l'église de Berville Station était en train de devenir un bâtiment multifonctionnel alors que je faisais le spectacle. T'sais. Fait que moi, je voyais l'histoire, je disais, oh oui, on va installer des compteurs dans les églises. Puis ils vont venir mettre une balise, puis ils vont venir secouer à l'antenne pour dire, oh, faut pas perdre l'âme du village. Puis l'âme du village, il s'éteint à tous les jours. À tous les fois qu'il y a une personne qui est dans le journal, dans la section nécrologie, il y a plein d'histoires qui s'envolent, puis il y en a au Québec qui se lèvent pour ça depuis bien des années. Les historiens, c'est des particuliers, parce que les autres, ils vont dans les contextes, puis tout ça. Puis moi, ben, je rajoute mon grain de sel, hein, parce que je suis biologiste, je m'intéresse aux choses vivantes. Puis là, j'ai reculé de 12 000 ans, parce que
quand il y a une grosse glace de 2 km de haut par-dessus une place, là, d'habitude, la vie, elle se relaxe, tu sais. Elle va moins vite un peu. Puis c'est ça qui a formé le territoire d'une manière assez incroyable. La manière que le territoire s'est formé avec la grosse glace de 2 km qui était sur le dessus du Grand Théâtre est aussi incroyable que le lien qui réunit Héberville Station avec Saint-Basile de Tableau. Là, vous allez remarquer, je n'ai pas brodé Saint-Basile de Tableau, mais j'ai placé, si on veut, le lit du personnage le plus incroyable que j'ai connu de ma vie, puis qui va sûrement exister sur Terre dans mon histoire à moi, puis dans ma perception à moi, c'est le grand maçon. Moi, je l'appelle le grand maçon, mais on ne peut pas vraiment séparer grand de cran, puis vu que c'est un géant de plusieurs kilomètres d'épaisseur, ben, j'ai comme pas le choix de le mettre au centre de mon histoire. J'ai aussi passé la limite administrative entre le Saguenay et le lac Saint-Jean au milieu de la couverture. Ce qui fait que la couverture à ma grand-mère, c'est une maudite bonne manière d'expliquer la différence entre les deux. La limite administrative entre le Saguenay et le lac Saint-Jean est au ras de la couture électrique qui est au milieu des deux couvertures d'à peu près 4 pieds. Mais je ne suis pas en pied, je ne l'ai pas mesuré en centimètres non plus. Pour ça, je me suis brodé un élément bien important, l'équerre. Ça, c'est une particularité d'Héberville Station de mettre un équerre. Parce que quand tu passes le train, tu passes une rêve, il faut que tu sois sur le beau planche. Puis on a été sauvés par le train, mais en même temps, il y a comme une malédiction qui s'est installée à cause du fichu train. Vous avez peut-être entendu dans les incroyables médias régionaux. Moi, je l'ai vu tout de suite au National. Ils ont dit « Nouvelle de dernière minute, une grande grêle s'est abattue sur Héberville Station. Les plants de Lénudon ont été détruits et les arbres de chez Claude Côté ont été coupés. » Là, j'ai nommé mes parents, parce que quand on compte, d'habitude, il faut nommer ses parents. Surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que les légendes, ils ont comme les oreilles qui le cillent, puis on entend des personnages légendaires. On veut savoir c'est qui notre père, c'est qui notre mère. Mais je suis allé un peu plus loin que ça, puis j'ai décidé de coupler ma grand-mère côté, du bord à la mère à mon père, puis l'histoire incroyable de mon grand-père que j'ai jamais connu, du bord à ma grand-mère. Puis ma grand-mère, ben, elle m'a aidé à démousser la couverture à mon autre grand-mère. Fait que là, tu sais, quand tu fais des liens même entre tes grands-mères et tes grands-pères, là, ils se développent une bonne force d'un fil, comme les gros fils là, qui tiennent le corbe, qui tiennent le grand pont à Québec, là, tu sais, les grands fils de fer. Là, je n'ai pas utilisé de fil de fer, à part pour l'accrocher. Ça a été tout un défi. Je voudrais vous remercier. Applaudissements pour les organisatrices qui m'ont aidé à accrocher ça, sérieusement. Ça a été tout un défi. Je pensais qu'on allait l'échapper, mais non, on ne l'a pas échappé. Puis, elle est résistante, tu sais, ma couverture de ma grand-mère. Fait que le début de l'histoire, je vous l'ai dit tantôt, commence avec un tableau blanc, bien imbibé de glace. 2 km d'épaisseur, c'était avant la mer de la Flamme. La mer de la Flamme est arrivée une fois que le glacier est mort. Parce qu'à un moment donné, le glacier, il s'est détaché de quelque chose. Il s'est détaché d'un ensemble de glace qui s'était formé sur la Terre, une prairie glacée là, qui descendait jusqu'au Wisconsin. Le Wisconsin, là, la prairie glacée finissait. Puis là, tranquillement, à moins 10 000 ans, ça a commencé à remonter la glace, ça a commencé à fondre en montant vers les pôles. Il faut mettre les affaires du bon bord. Pôle nord, pôle sud, là on est sur le pôle nord de la Terre. Puis là, la glace, elle s'effondre, puis elle s'en va. Puis elle laisse des morceaux de glacier en montant par en haut, puis en perdant des plumes, puis en perdant des glaces. Puis à un moment donné, c'est un phénomène de réchauffement qu'on appelle. Là. C'est quand la glace elle fond, fait qu'elle s'en va, elle devient liquide. Puis à un moment donné, il y a eu un incident incroyable qui s'est passé. Dans la mer, dans la grande mer glacée qui recouvrait le pôle Nord, il y a eu une fracture. Puis là, je voulais vous demander, avant de dire la nouvelle que je m'apprête à vous dire, y a-t-il du monde de Chambord qui sont ici à soir? Personne de Chambord, ok. Fait que je vais vous dire la vraie histoire. Quand il y a du monde de Chambord, j'essaie de faire l'histoire un peu moins intéressante, parce qu'ils sont du genre à s'énerver à Chambord. Puis là, c'est comme j'ai brodé un peu plus petit aussi la pointe de Chambord pour être bien sûr que ça reste sous contrôle à soir, puis qu'il n'y ait pas d'émeute, puis qu'il n'y ait pas d'affaires de main. À Chambord, là, les fils se touchent. C'est ça mon scoop à soir. À Chambord, les fils se touchent. Il y a beaucoup de fils qui se touchent à Chambord. Quand je vous disais, ça fait une puissance, là, quand tu relis tes grands-mères, tes grands-pères, puis toute ta famille, puis des racines ensemble, ça fait une force. Puis à Chambord, il y a comme un touchage de fil qui s'est passé. C'est là que le glacier a fendu, si on veut, puis qu'il y a eu une grande glissade où ce que la glace a tombé. J'ai même peur d'enligner ma bouche avec mon micro tellement que c'est incroyable ce qui s'est passé à Chambord.
la glace a fracturé, puis elle a formé une espèce de base, une espèce de sous-sol de roche puis de cran qui commençait à Chambord, puis qui finissait, ça on ne peut pas vraiment le dire où ce qui finissait, mais il y a eu une ligne, il y a eu une fracture qu'il y a eu dans la glace. Ce glacier-là a imposé son poids, puis la terre a baissé, puis ça a vraiment fait un sous-bassement de théâtre, ça a fait un début, comme un reset. Comme si on aurait pesé trop fort. Mettons le réveil matin qui t'énerve, là, tu pèses trop fort sur le snooze. Là. C'est le pouce te traverse à travers tu sais, c'était la même affaire. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme 2 pouces. Puis là, j'ai comme fait. Parce que là, j'ai réalisé ça tantôt, je me suis dit, ben voyons donc. Péribonka, la grande ville Péribonka, en haut, c'est comme un pouce qui aurait trop pesé fort sur le trou. Parce qu'il y avait déjà un trou. Il ne faut pas penser que le cran-maçon a tout fait, puis le cran-maçon, il a fait un nouveau Lac-Saint-Jean. Il y avait déjà une espèce de trou dans ce coin-là. Mais la glace, elle restait là pendant un certain temps en fondant, puis à cause du cassage qu'il y a eu à Chambord, il y avait une séparation qui s'est faite. Puis quand le cran-maçon s'est séparé, ben, il s'est déconnecté. Puis là, il allait périr dans cette affaire. Il a pris du temps à s'en rendre compte. Parce qu'au début, il s'est mis à fondre tranquillement autour, puis là, il y avait un bras qui fondait, puis une tête qui fondait. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était en train de se faire aspirer, choc vaqué, comme si vous voulez avoir un bon langage de garage, j'allais dire choc vaqué. Choc vaqué au niveau d'une structure bien particulière qui est entre les 2 couvertures. On appelle ça le horst de Kenogami. Le horst de Kenogami, c'est une espèce de formation de cran rocheux qui s'est mis à broyer ce gros glaçon-là, qui s'est mis à le broyer puis qui a inversé les axes, les 2 grands axes du territoire. Fait que là, rendu là, quand mettons que je compte cette histoire-là à Québec, là, j'ai une attention sérieuse parce que je leur ai dit avant que j'allais lui compter la différence entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Là, vu qu'on est tous du Lac-Saint-Jean. On est tous du Lac-Saint-Jean? Oui? Okay. Non, c'est ça, il y a des Saguenayens. Fait que je ne le dirai pas directement, je vais faire une parabole. Ah, ok, vous êtes ni Saguenayens, ni. Ah, la Mauricienne, c'est correct d'abord. Ah, mais je vais le dire d'abord, parce que vous êtes peut-être des alliés dans cette histoire-là. Donc, la grande différence entre le lac et le Saguenay, il n'y en a pas vraiment, c'est juste que c'est l'eau, puis c'est les axes, tu sais. Au Lac-Saint-Jean, on est bien à l'horizontale, puis au Saguenay, les autres sont bien à la verticale, tu sais. Au niveau de la construction du théâtre, là, ce que je veux dire. Là. Puis, la Choc-Vac est au milieu. C'est l'île d'Alma qui forme, c'est pas vraiment l'île d'Alma, mais pour votre, vu que vous n'êtes pas d'ici, là, on va vous dire que c'est l'île d'Alma qui fait tout ça. Mais nous autres, vu qu'on va continuer l'histoire après la deuxième pause, on le sait, qu'Alma, c'est une première étape. Mais pour se rendre à l'île Maligne, il faut aller dans le creux de l'île d'Alma, dans, si on veut, ses organes internes. T'sais. Il y a comme une machine dans. Là, je ne veux pas vous donner le punch tout de suite, mais tout est là. La clé est vraiment là, au niveau du changeage des axes puis des pouvoirs d'eau du Lac-Saint-Jean. Le glaçon, lui, il a fondu tranquillement, il s'est fait changer les axes. Puis toute la grande planitude du Lac-Saint-Jean s'est transformée en une espèce d'épée blanche qui a tranché le territoire puis qui a formé la profondeur du Saguenay. L'incroyable profondeur du Saguenay. Puis là, il y a eu une autre étape dans ce processus-là où, à Chipcha, il y a eu comme un autre descente de glaçon. Puis il y a une autre profondeur de Saguenay qui s'est créée. Puis là, ça s'en va jusqu'à l'océan. Puis le dernier mouvement que le cran-maçon a pu faire avant de mourir et avant de périr, c'est de donner un coup à Saint-Basile de Tableau pour former le tableau du Saguenay. Pour ceux qui ont déjà vu le tableau du Saguenay, là où mon grand maître conteur habite. Hein, quand vous arrivez là, c'est juste à côté de Saint-Rose-du-Nord, Saint-Basile de Tableau. Puis c'est une grande falaise de roche, une grande face de singe. Tout de suite, on dit des faces de singe. C'est comme une grande face de singe noire. Fait que c'est comme l'inverse. C'est pour ça que je me suis dit, c'est le début de l'histoire, sûrement. Tu sais, il y a le tableau noir à Saint-Basile de Tableau. Moi, je suis à la station, il faut que je fasse un tableau blanc. Puis là, je mets les couleurs. Fait que le début de l'histoire, c'est vraiment quand le cran-maçon a sculpté tous les axes du territoire, puis son bijou, le trésor de ce grand maçon-là, c'est la machine qui est cachée sur l'espèce d'embryon qui est couché dans l'espèce de grosse île d'Alma qui est comme la mer, tu sais. Ça, c'était ça son idée de sculpture. C'était comme un sculpteur un peu spécial. Il n'y a personne qui était capable de le suivre, le cran-maçon. Puis là, il avait appelé la cour parce que là, il allait mourir. Là. Un glaçon qui est en train de disparaître, il s'est en panique. Il a donné un coup sur le cran-maçon pour qu'on parle de lui un peu avant qu'il disparaisse. Là. Mais il faut en parler du cran-maçon. Puis il s'est transformé au fil du temps, le cran-maçon, parce que là, il est rentré des acteurs dans le théâtre. Fait que là, on a parlé du théâtre, comment que le théâtre s'est formé. Il n'y avait rien de vivant dans ce que je vous avais parlé. C'est toutes des choses non vivantes.
on considère que l'eau est quelque chose de non-vivant, je peux vous le confirmer. En tant qu'abiologiste, je peux vous dire que l'eau est considérée comme non-vivant. Sauf qu'il y en a qui vont dire que l'eau a une certaine vie aussi à l'intérieur. Fait que là, il y a une espèce de contradiction. Fait que je ne peux pas me prononcer. Parce que les scientifiques, eux autres, ils ont tendance à se séparer de l'histoire. Mais les conteurs, eux autres, ils ont tendance à faire une seule unité avec l'histoire. Fait que là, je vous dis, il y a comme une tension à cette place-là. L'eau, c'est pas vivant d'un sens, mais l'eau, c'est vivant. Moi, je trouve que l'eau, c'est vivant parce que ça fait des formes vivantes. Quand on observe la nature qui n'a pas été mise à l'équerre, mettons qu'il n'y a personne de station qui est venu qui a mis l'histoire à l'équerre ou le plancher à l'équerre, parce qu'à la station, comme je vous disais un peu au début, on a tendance à faire des lignes douettes puis vouloir mettre ça bien à planche. C'est ça pourquoi j'ai mis l'histoire à planche sur ma couverture, j'avais comme pas le choix de mettre ça bien à planche. Je fais rentrer des couleurs une après l'autre. La première couleur, c'est une gang de monde qui sont absolument intrépides. Ils arrivent de l'autre bout de la planète. Ils ont tiré profit, imaginez-vous donc, du fait que la glace, elle s'en allait pour traverser à une nouvelle place qui venait de se déboucher après que la glace avait commencé à fondre. C'est une gang, on les associerait à des jaunes, hein, mais moi j'ai mis un fil rouge. Parce que quand on est arrivé, quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils se sont rendus compte qu'il y avait des hommes rouges qui vivaient là. Finalement, ils n'étaient pas rouges parce qu'ils mettaient de l'huile à mouche naturelle qui était rouge, qui faisait qu'il y avait la peau bien rouge. Mais les Premières Nations, c'est des Asiatiques. Ils arrivent de l'Asie par le grand pont de glace. Fait que, le grand maçon, lui, il a formé un territoire au plein cœur du Québec, puis il est parti tranquillement vers le haut, puis en direction ouest, dans le grand tableau. Puis il y a une gang qui ont comme pris la place, sont arrivés par en arrière dans la glace. Puis là, c'est tout que des fous, là, partir. T'as des nomades complets. Ils sont arrivés en Amérique, puis là, ils se sont répandus. Puis là, on a tendance à penser que l'histoire a commencé quand, mettons, Jean Dequin est arrivé à Alma pour la première fois. Mais non, l'histoire a commencé où ce que tu veux, finalement, parce que c'est bien dur de dire quand cette histoire a commencé. Mais une chose qu'on peut dire, par exemple, c'est que les premiers sites, c'est cette gang de monde-là qui arrivait de l'Asie, puis qui était sur le territoire un peu partout, puis qui avait une manière de s'expliquer l'histoire un peu particulière. Ils contaient des histoires. Il n'y avait pas nécessairement de choses écrites. Il n'y avait pas nécessairement de choses. Il y avait des choses écrites, il y avait de l'artisanat, dans le fond. C'est un peu comme ça qu'ils réussissaient à s'exprimer, par l'artisanat, par les échanges. Puis il y avait des Premières Nations, là. Moi, c'est ça qui m'a le plus surpris dans ma recherche. Parce que c'est une recherche, hein, veux pas. Je ne vais pas broder n'importe quoi sur une couverture. On m'a fait mes recherches. Là, je me suis servi de l'eau pour me placer bien au centre de ma couverture. Là. Parce que c'est important de trouver le milieu des fois. Puis un côté visuel aussi, ça doit être mon côté faiseux de raquette en babiche qui prend le dessus. Puis je voulais que ça ait l'air d'une espèce de raquette, tu sais, avec l'idée que les Premières Nations avaient du lac Saint-Jean. Ça, c'est mes débuts de conteur. Je contais l'histoire des mouches à feu. L'histoire des mouches à feu, c'est l'histoire que sur le Québec, il y a un grand géant qui est couché, qui est endormi, qui est couché dans le fleuve Saint-Laurent, puis qui a le bras étendu sur la terre, qui forme le Saguenay, puis qui a la main ouverte, puis qui forme le lac Saint-Jean. Ça, c'était leur perception du monde, parce qu'eux autres, il n'y avait pas nécessairement d'écriture, tu sais. Fait qu'ils se transmettaient des espèces d'histoires folkloriques. Puis, il faut penser aussi qu'à leurs époques, quand ils étaient là, ils voyaient le territoire comme pas séparé d'eux autres. Hein. Vu que le mort tournait dans le territoire, ben, ils ne voyaient pas nécessairement de séparation entre les ancêtres puis le monde présent. Puis aussi, vu qu'ils mangeaient tout ce qu'il y avait autour d'eux autres, ils disaient « je ne peux pas scraper nécessairement ». Reste qu'il n'y a pas juste des bons côtés. Les Premières Nations ont eu des périodes sombres comme nous autres aussi, on a eu nos périodes sombres. Puis des fois, ça a comme à donner en même temps. Il y a eu des grandes guerres, puis il y a eu des grands génocides aussi de bord de la terre. Là. Fait que c'est pas tout rose, puis c'est pas tout noir. Mais sur ma couverture, j'essaie que ça reste blanc. Fait que une fois de temps en temps, je demande à ma grand-mère de venir démousser un peu ma couverture, puis j'y en passe des bonnes. T'sais, des fois, j'y passe des affaires de même de Première Nation. Puis, c'est important d'y aller tranquillement. Surtout avec ta propre grand-mère, hein, parce que tu n'as pas trois. Si tu en as deux, t'es bon. Si tu en as trois, c'est spécial. Si tu en as une, ta chérie, c'est pas mal. Puis moi, ma grand-mère et ma mère, ils suivent de pas loin. Là. Puis, tu sais, quand tu as une espèce de recul sur les deux personnes qui sont ta grand-mère et ta mère, là, on dirait que tu vois des schémas puis tu vois des affaires. Fait que là, tu sais, il faut pas qu'elle s'énerve non plus, c'est ma grand-mère. Faut pas que je la froisse, t'sais.
Fait que là, ben, je lui fais passer des messages tranquillement comme ça. Elle est venue m'écouter d'ailleurs à Alma, alors au Havre de l'Hospitalité. Elle était formidable. Elle était formidable, ma grand-mère, parce qu'elle a tendance à vouloir aussi organiser les choses le plus optimalement possible. Puis, tu sais, ça, je me dis que je retiens un peu d'elle. Puis, là, vu qu'aujourd'hui, je parlais de l'île Maligne, mais tu sais, je ne ferais pas de ma grand-mère le centre de mon histoire, même s'il est un peu dans le milieu pareil. Mais ma grand-mère, elle a pris vie à un moment où Héberville Station a comme vécu une renaissance, mais une renaissance ralentie par quelque chose qui se passait. Héberville Station a eu une croissance difficile à cause de certains événements tragiques que je ne vous expliquerai pas en détail, mais qui ont amené des destructions importantes dans le village. Là, pas aussi importantes que la grève qu'on a eue avant hier. Là. On a eu des pertes avant hier, mais c'est pas si pire que ça. Mais la première église d'Héberville Station, le premier modèle qui a été fait d'église d'Héberville Station, c'est une église de bois. Très, là, on a tendance à dire « l'église de bois est chaste, est pure ». Mais il y avait des armatures de métal en arrière, il y avait des armatures de fer. Parce qu'Héberville Station, là, on peut parler des Premières Nations, on peut parler de ceux qui restent, qui sont à Masteuillage, qui sont à Pointe-Bleue. On peut parler du monde d'Héberville, qui sont vraiment une gang de pionniers, qui sont les premiers arrivés, les premiers qui ont établi la première balise. Moi, je vois les églises, je les vois un peu comme des bouées, des espèces de bouées géantes de positionnement qui t'amènent à comprendre ton village si tu pars de l'église. C'est comme une espèce de truc pour se localiser, les églises. C'est comme une grosse bouée, on s'entend sur le fait que c'est comme une grosse bouée. Mais le monde de station, il y a quelque chose d'un peu différent. C'est qu'ils sont complètement embarqués dans la grosse machine. La grosse machine, elle a passé sur le territoire, puis le monde qui avait vu arriver la grosse machine, ils se sont installés des terrains, puis ils se sont installés là pour rester. Puis la grosse machine, elle arrive d'une autre place, t'sais. Elle arrive d'une place... moi, je dis que la tête est dans le tuc pour me rappeler de ce place-là. La tête est dans le tuc tout le temps. Quand la tête est dans le cou, t'sais. Parce que là, quand on parle de la différence entre, mettons, les Premières Nations puis, mettons, nos origines chrétiennes, t'sais, on a comme une espèce de tension émotive. Puis quand on parle de la machine, soudainement, la machine, elle décolle. T'sais. Une machine, ça n'a pas de... c'est pas vivant. T'sais. Fait qu'il y a des grosses différences dans notre histoire dans différents courants. T'sais, le premier courant, il était dur à séparer des autres courants parce qu'il était à même le territoire, puis la vie, puis tout ce qu'il y avait. Le deuxième courant, il est venu mettre une couleur pas mal différente. Aussi riche, mais différente. Puis pourquoi j'aime ça? Puis je me claque les bretelles tout le temps de dire que je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour qu'il me pose la question, c'est quoi la différence entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean? Parce que c'est une différence très intéressante. Puis c'est le début de ma relation avec bien du monde que je croise à l'extérieur de la région. Je les amène à poser la question. Tu viens-tu du lac ou du Saguenay? Puis là, je commence à être capable de voir où ce qu'ils veulent m'amener. Ils veulent-tu m'amener du côté de la grosse machine? Ils veulent-tu m'amener plus du côté des crans égarés? Des crans, non, c'est quand même des crans, mais c'est des crans un peu égarés. Puis, il y a les Kakouchak, un empire que je connais très peu. Moi, les Premières Nations venant de station, j'ai comme un chapitre de différence. Fait que j'en connais pas beaucoup des Premières Nations. T'sais. Fait que tranquillement, moi, je suis comme ma grand-mère. Hein. Là, je suis bien gêné de rentrer à Masteuillage. La première fois que je suis allé, là, c'était dans le petit parc industriel. Je suis allé virer là avec ma blonde. Il y avait une rivière qui passe par-dessus un coteur. J'ai trouvé ça folklorique. J'ai fait la photo, je suis parti, parce que j'ai pas d'attache, j'ai pas de point d'attache. Mais dans l'histoire, on va se rendre compte qu'il y a des personnages qui sont venus dans le grand théâtre, puis ils ont mis des points d'attache. Un peu comme des boutons à snap. Vous savez, c'est des boutons à snap qui snappent l'histoire. Des personnages marquants qui vont snapper l'histoire à des places bien particulières. Bien important, ça, les limites. Moi, j'arrête pas de penser à ça, surtout depuis que je travaille à Saint-Bruno. Parce que oui, je vous révèle mon terrible secret, je suis un Héberville-Stalois qui travaille à Saint-Bruno. Différent, pas pareil. Saint-Bruno, Héberville Station, Héberville. Puis des fois, il y en a qui me font bien rire, qui me disent hey, « je sais pas c'est quoi la différence entre le monde d'Héberville et le monde d'Héberville Station. » Puis je dis « hey, c'est correct, mais au moins tu sais pas la différence entre Saint-Bruno et Héberville Station. Parce que c'est encore bien plus proche, Saint-Bruno et Héberville Station. Puis d'un point de vue culturel aussi, parce que moi je considère que d'un village à l'autre, il y a tellement d'espace dans le grand théâtre que c'est des pays un peu différents. T'sais. Ils ont leur culture propre dans chaque coin. Puis là, il faut que tu leur sortes le bouton à snap à eux autres. T'sais. Leurs histoires tripantes de leur coin à eux autres. Puis là, ils partent quelque chose qu'on peut difficilement arrêter.
quand on se met à conter une histoire, puis qu'on écoute assez l'histoire de quelqu'un d'autre, on est tellement intéressé par l'histoire qu'on a le goût, nous autres aussi, de croiser les fils pour faire un nouveau fil. C'est exactement ça qu'on a fait, moi, Ken Villeneuve, au bout du tableau. Puis je suis allé compter, d'ailleurs, au tableau, dans la petite chapelle du tableau, puis c'était une expérience absolument incroyable. Mais j'ai pas encore brodé. Puis tu sais, on est l'été. Fait que tout ce que j'ai brodé pour le moment, c'est une équerre, pour me rappeler qu'à la station, on a tendance à mettre ça bien à l'équerre. Puis aussi parce que c'est l'été. Là, j'ai dit, je ne me mettrai pas à broder un équerre, je vais broder directement sa couverture. Fait ça, j'ai fait. Vous pouvez voir aussi qu'au centre de la couverture, le 3e chapitre prend forme, parce que le premier chapitre, lui, là, c'est comme une flamme. Je me suis rendu compte que broder une flamme, c'est vraiment dur. Fait que je me suis trouvé un beau bout de bois qui ressemble à une flamme que j'ai trouvé dans le lac Saint-Jean, que je vais aller installer aussi au milieu du feu. Parce que la croix rouge au milieu, je ne l'ai pas bien. Je vais broder ça par-dessus. Je vais cacher la croix rouge. Parce que le premier chapitre, il ne faut pas mettre trop d'images avec 2 croix. T'sais. Ça peut porter à la confusion. Il faut mettre rien qu'une ligne. Fait que, le morceau de bois que j'ai trouvé dans le lac Saint-Jean, il ressemble à une pointe de flèche, mais il ressemble aussi à une flamme. Oui, il pourrait ressembler à une flamme. Mais il peut ressembler aussi à une plume. C'est juste un symbole, une ellipse comme ça qui représente bien le premier chapitre. Deuxième chapitre, ça a été assez rapide. Là, j'ai brodé la première église d'Évangélisation. Là, je voulais me tester. J'ai dit, je vais essayer d'être vraiment brodeur. Puis pour les connaisseurs d'Évangélisation, l'église d'Évangélisation s'appelle Saint-Wilbrod. Fait que je trouvais que ça avait rapport. Broder, l'année avec Saint-Jean, puis Saint-Wilbrod, puis tout. Puis là, j'ai fait des recherches sur Saint-Wilbrod. Je me suis rendu compte que Saint-Wilbrod, là, c'était le saint patron des Pays-Bas. Saint-Wilbrod. Fait que, tu sais, là, je me suis dit, peut-être qu'Évangélisation, ça va devenir le nouvel Amsterdam, là. Peut-être. On ne sait pas, ça. Peut-être ils ont dit, on va nommer saint patron des Pays-Bas, parce que, tu sais, peut-être qu'Évangélistation, ça va virer en nouvel Amsterdam.